faut d'abord se poser la question de l'épuration, de ce qu'est l'épuration, en sachant que l'épuration a été un sujet longtemps, très longtemps négligé en France et puis, qui a pris une grande vitalité, à la fin du XXe siècle, après vraiment des décennies de sommeil et c'est très important, en pleine révision drastique de tout ce qui avait, de tous les thèmes qui avaient fait quasi consensus dans l'historiographie, depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 1970-1980. C'est-à-dire qu'on a révisé, l'histoire de l'occupation, celle de Vichy, celle de la collaboration et celle de la résistance, et que c'est un facteur très important d'ailleurs de la perception actuelle de l'épuration, c'est-à-dire d'une perception plutôt négative, pour ne pas dire extrêmement négative, où se mêlent deux éléments qui ont fait coalescence. Le démarrage est reparti d'une présentation de l'épuration largement liée à l'histoire du genre et je dirais à l'histoire féministe de gauche portant sur les femmes tondues. Ça a illustré en quelque sorte cette épuration sauvage qui aurait frappé les femmes, surtout d'ailleurs en tant que femmes. Et le sujet était tellement tentant, a été tellement développé par les médias aussi, par les documentaires, que finalement toute l'historiographie s'est retrouvée contre l'épuration et que elle est partie de cette épuration sauvage contre les femmes, et qui a maintenant une sorte de consensus, alors évidemment qui est variable suivant qu'on a des sensibilités à gauche, au centre ou à droite ou très à droite. On aurait bien eu un projet d'épuration en France, préparé, organisé par l'État de droit gaulliste, acquis à l'idée d'une rénovation des cadres de la France, mais simultanément évidemment très conscient de la nécessité du retour à l'autorité nationale et internationale, puis évidemment qui aurait eu souci de contrôler un processus très exorbitant du droit commun, puisqu'il comportait de nouvelles normes. Et puis, c'est une donnée extrêmement importante de l'historiographie actuelle, avec un souci très net de faire échec à des arrière-pensées politiques dominées par la force la plus importante de l'action de résistance interne, de ce qu'on appelle la résistance intérieure, c'est-à-dire les communistes, sous la forme des FTP, puisqu'ils sont évidemment fusionnés. Alors, ça veut dire que parler de l'épuration, c'est d'abord essayer de définir ce qu'est réellement l'épuration. Et ça, me semble-t-il, après 20 ans d'autres perspectives, ça supposait de présenter ce qui, à mon avis, de l'avis des sources, n'est pas l'épuration. Présenter actuellement l'épuration comme une espèce d'entreprise punitive qui se serait étendue en fait de 1943 à 1945. Parce que de 1943 à 1944, les résistants intérieurs auraient été quand même très soucieux de s'en prendre à des gens qu'ils n'aimaient pas, qu'ils considéraient comme, sinon collaborationnistes, du moins comme suspects, et par conséquent à procéder à une sorte d'épuration sociale, de tuer les notaires parce qu'ils étaient notaires, les châtelains parce qu'ils étaient châtelains, etc. Alors, moi, je suis partie des sources françaises et allemandes. Et elles font consensus, c'est-à-dire que je suis partie des sources des autorités de Vichy, françaises bien sûr, des autorités allemandes, du BCRA, c'est-à-dire enfin de la vision gaulliste des choses, des rapports envoyés depuis la France et commentés depuis Londres puis Alger. Et à partir de ces dossiers, j'ai établi une distinction entre ce que j'appelle les combats de la libération, c'est-à-dire les combats préparatoires à la libération, et les combats de la libération. Or, dans ces combats de la libération, on est très tenu à la fois par le contenu et par la chronologie, et la chronologie n'est pas tellement à la mode, elle est même très
Elle est souvent méprisée, considérée comme positiviste. Je suis revenue à une chronologie très serrée. Et donc, j'ai trouvé ce que trouvent les chercheurs allemands et italiens quand ils analysent la résistance italienne, c'est-à-dire que la France est confrontée, comme tout le front ouest, à partir de 1943 et surtout de 1944, à une véritable guerre d'extermination qui fait triompher ici les principes qui ont été définis dès l'occupation allemande de l'Est, c'est-à-dire une guerre dans laquelle les Allemands exterminent, mais ils exterminent en compagnie de Français, soit des Français à mandat officiel, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, soit des Français à mandat non officiel, et c'est toute la cohorte milicienne. Par conséquent, ce qui est analysé en Italie comme guerre d'extermination avec une défense évidemment et des exécutions de résistants, mais nettement en nombre nettement inférieur évidemment au camp armé, c'est passé sous silence. Et finalement, on a un Oradour-sur-Glane qui a l'air comme ça, accompagné de 2 ou 3 épisodes, mais finalement qui n'est pas significatif. Si c'est significatif, et de 1943 à la libération de la France, qui intervient à des dates différentes, puisqu'on le sait, tout n'est pas du tout réglé à l'été 1944, on a des combats contre les Allemands et contre les auxiliaires des Allemands qui effectivement font des morts, d'ailleurs peu de morts du côté des forces anti-résistantes, et on ne peut pas les assimiler à l'épuration. En tout cas, les sources sont absolument catégoriques sur ce point. Ce qui amène d'ailleurs, dans le cadre d'une étude de l'épuration précoce, ou de ce qui n'est pas l'épuration précoce, ce qui amène à réfléchir sur un des aspects de la révision dont j'ai parlé, des grands thèmes de l'après-libération. La résistance est considérée avec de plus en plus de mépris en France, et d'ailleurs considérée volontiers comme une espèce de petit bonus qui a accompagné les troupes américaines triomphantes. Je vais juste rappeler une chose, évidemment, qui est importante dans le livre pour décrire cette opposition entre ces combats. C'est celle du général Bétoir, qui est un général cagoulard, vichiste, qui s'est adapté à la phase américaine comme tous les pères de l'armée en 1942, et qui, en mai 1944, fait l'analyse suivante, confortée par des analyses allemandes, sur la reprise de la guerre entre la France et l'Allemagne, et ça aboutit au jugement suivant de Bétoir. Le front militaire représente, dit-il, à l'heure actuelle, 60% à l'Est, il est allé jusqu'à 65%, le front intérieur, 35%, et le reste, c'est, à la veille de la libération, c'est le front de l'Ouest américain, c'est-à-dire l'Italie. Qu'on mesure bien qu'on n'est pas du tout dans un processus épurateur social, politique, etc., mais dans quelque chose d'autre, qui a eu droit de cité pendant longtemps en France, qui ne l'a plus, et qui récupère son droit de cité dans la confrontation entre les archives originales de diverses origines. Alors, l'épuration, parce qu'il faut bien parler d'une épuration, de cette tentative tout de même de rénover, de se débarrasser d'une manière ou d'une autre, même si c'est de manière très raisonnable, de pratiques qui vont de la trahison au sens juridique du terme, c'est-à-dire de l'intelligence avec l'ennemi, avant l'occupation ou pendant l'occupation, à la collaboration, qui sont 2 concepts juridiques différents. Je rappelle que la trahison est punie de la peine de mort et que la collaboration, évidemment, encourt des peines très variables. Eh bien, cette épuration, on a, je dirais, d'autant plus de mal à l'évaluer en ce qui concerne la présentation courante que, finalement, elle n'est jamais mise en relation avec les pratiques réelles d'occupation. Le plus souvent, elle passe pour excessive, pour ne pas dire toujours excessive, parce que, nous explique-t-on, les accusations sont vagues. Les accusations sont vagues à partir du moment où on ne connaît pas les dossiers de guerre, mais quand on les connaît, ceux de l'avant-guerre et ceux de la guerre, évidemment, on a une vision totalement différente.
Il faut dire d'ailleurs que cette vision a été favorisée, et c'est le cas dans l'historiographie générale, par l'affirmation, l'idée générale triomphante que tout s'explique par la guerre froide, c'est-à-dire que grosso modo, on aurait bien pensé un peu à épurer, mais il a quand même fallu y renoncer, en particulier évidemment à partir de 1947, parce que tout se dessine de manière très nette en Afrique du Nord, et je dirais même avant l'Afrique du Nord, avant le débarquement américain, puisque les consignes de Roosevelt de septembre 1942, donc à la veille du 8 novembre, sont extrêmement simples: maintien de tout l'appareil de Vichy, militaire et civil, sans une exception, le seul critère étant le ralliement, pas du tout ancien, le ralliement immédiat aux Américains. Ce qui veut dire, on le notera d'ailleurs, que ça passe aussi par le maintien en place de ceux qui ont assuré, évidemment, la répression contre les résistants et la répression contre les Juifs, puisqu'il y a eu en Afrique du Nord, hors présence allemande, une répression, une violence antisémite tout à fait considérable. Évidemment, ces consignes sont appliquées. Elles sont spectaculairement appliquées avec le choix par les Américains de ce que Churchill appelle élégamment le Quisling français, c'est-à-dire Darlan, qui est tout de même un symbole extraordinaire de ce maintien en place, même si Darlan disparaît vite. Et la suite est ainsi annoncée. Ah, dira-t-on, mais c'est faire bon marché de la position des Français. La France étant, je dirais, comme tous les pays, petits ou moyens confrontés au rapport de force générale militaire puis politique, la France, on le sait, sera dans la sphère d'intervention américaine. Et par conséquent, le rôle des États-Unis n'est pas sans influence sur De Gaulle. Or, De Gaulle est très défavorable à l'épuration. Il est très défavorable à l'épuration parce que socialement, évidemment, il ne l'envisage pas. On sait bien d'ailleurs qu'on nous explique que l'épuration n'a pas eu lieu parce qu'il y avait une sorte de nécessité absolue de conserver des cadres compétents et qu'il était impossible d'en former d'autres. Mais évidemment, ça va au-delà de ça. Comité français de libération nationale, première amorce du gouvernement d'après-guerre, qui inclut des gens qui sont allés très loin dans la collaboration avec Vichy et même l'après-collaboration. Je veux citer pour seul exemple une personnalité qui passe pour un grand gaulliste et qui l'a semblé sur la fin de sa vie, c'est-à-dire Couve de Murville, qui a été quand même le deuxième personnage des finances de Vichy et qui se retrouve bombardé le 9 juin 1943, premier secrétaire aux finances de De Gaulle. Quant à De Gaulle, pour les raisons internes que j'ai évoquées, de maintien du statu quo, et parce que la France est ce qu'elle est, c'est-à-dire un pays affaibli, qui avait dit, le général Doyen en juillet 1941, devra se plier aux desiderata américains, il accepte, dès fin 1943, début 1944, de donner aux Anglo-Américains des garanties sur le caractère particulièrement raisonnable et contrôlé de l'épuration. Et il fait des aveux extrêmement intéressants et tout à fait contradictoires avec ce qui règne actuellement dans l'historiographie générale, c'est-à-dire qu'il explique de manière très cynique, très claire, à quel point les choses seront assurées parce que l'appareil d'État sera mobilisé en fonction de cette ligne. Et il explique aux Américains et aux Anglais que les magistrats feront ce qu'on leur demande de faire, ce qu'on leur ordonnera de faire, et qu'il peut leur donner la garantie qu'un trio très célèbre de collaborateurs d'avant-guerre et de guerre n'aura pas de procès à Alger et que le procès sera reporté à Paris. Alors, argue-t-on, et c'est un grand thème d'ailleurs de l'anti-épuration dominante actuelle, alors Pucheux, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur de Vichy, qui est quand même exécuté en mars 1944, eh bien, comme mes collègues font une analyse très larmoyante d'ailleurs du procès de Pucheux, qui devient un grand thème éditorial, j'ai aussi consacré des pages à Pucheux pour montrer à quel point,
Bien que De Gaulle se soit débarrassé de Pucheux, et notamment parce que Pucheux apparaissait comme le véritable porte-parole des Américains et par conséquent une sorte de symbole de l'AMGOT, du gouvernement américain en pays occupé, bien sûr il est exécuté, mais son procès, les modalités de son procès, anticipent très exactement sur l'ensemble de l'épuration. C'est pourquoi son procès est si intéressant. En particulier, la peine de mort doit être appliquée, au regard des textes légaux, pour sa seule responsabilité établie pour Londres dès 1941, dans la livraison des otages communistes qui ont été fusillés, notamment à Châteaubriand. Les gaullistes ont tous les éléments à prendre en compte. Ils ne le prennent pas en compte, et ça, c'est un élément qui anticipe d'une manière extraordinaire sur les dossiers d'instruction ou sur l'utilisation. C'est de Menthon lui-même qui avoue, au terme de l'expérience d'Alger, c'est-à-dire à la veille de la libération de Paris, qui avoue que l'épuration à Alger est un fiasco total. Aucune épuration économique, même pas sur le papier. Sur le papier, l'épuration politique menée à un rythme grotesque, en particulier d'ailleurs au sein de l'armée, qui déteste De Gaulle, qui l'insulte jusqu'au moindre sergent, mais à laquelle on ne touche pas un cheveu, et très significative aussi de l'utilisation de la résistance intérieure, puisqu'il y a un petit dosage de résistants intérieurs qui est affecté à une commission purement consultative et dont je donnerai l'indication des moyens en précisant qu'elle disposait d'une voiture pour l'ensemble de l'Afrique du Nord, ce qui permettra de ne pas aller au-delà. Cependant que, en 1943-44, d'Alger, de Londres et d'Alger, de Radio Londres, de Radio Alger, en particulier avec Radio Londres, avec cette espèce de vigie épuratrice qu'est Maurice Schumann, on promet au peuple français, on promet aux résistants qui souffrent beaucoup, à la population qui souffre beaucoup dans les régions ravagées, on promet une épuration inflexible, et en particulier évidemment qui sera impitoyable avec ceux qui ont livré les patriotes aux Allemands, avec en ligne de mire la haute magistrature, la police, la gendarmerie. Il se passe en France métropolitaine, ma foi, ce qui s'est passé en Algérie, avec un appareil d'État intact. C'est un phénomène particulièrement frappant en ce qui concerne la justice. Et je dois dire qu'il a bénéficié de l'aide extraordinaire d'un chercheur français, Jean-Claude Farcy, auteur d'un annuaire sur la magistrature, puisqu'il permet d'affirmer à quel point, et de manière sidérante, même pour l'habitué aux archives, l'appareil de la magistrature, y compris les membres de commissions spéciales, du tribunal d'État, etc., les persécuteurs de la résistance, les persécuteurs de ce que les gaullistes appelaient les patriotes, ont été non seulement maintenus, sauf évidemment à l'extrême rapproche de la retraite, soit promus, pas forcément sur place, mais bien entendu par un jeu de chaises musicales qui nous permet toutes les fantaisies. Et par conséquent, alors, il en va de même de la police, pour laquelle on n'a pas un état aussi exact, puisqu'on n'a pas un tel annuaire, mais les archives prouvent que le cas Papon n'est pas une exception, que le cas Papon relève j'allais dire, du droit commun, sachant que d'ailleurs, en ce qui concerne les préfets eux-mêmes, pratiquement personne n'a subi le moindre châtiment. C'est même un objet d'étonnement pour le lecteur des archives de la police et des archives de la justice. Alors, dira-t-on, cette épuration sauvage qui aurait établi sur la France un climat de guerre civile et même de terreur. L'historiographie reprend par exemple volontiers le concept de terreur contre terreur, qui est, je le rappelle, un concept milicien.
il est très remarquable d'ailleurs de constater à quel point l'historiographie contemporaine a repris les concepts de ce qui étaient les lamentations des victimes de l'épuration ou du projet d'épuration et leur a donné une sorte de maquillage scientifique. Alors, un appareil policier intact, un appareil judiciaire intact, il en va de même de tous les ministères, mais comme on ne peut pas faire de bottin, bien entendu, je m'en suis tenue à ce qui était l'essentiel. Au surplus, la légalité, alors soit la légalité provisoire, soit la légalité définitive avec les cours de justice à partir de l'automne 1944, tout cela aboutit de fait à une véritable violation des décisions prises, des décisions légales, puisque, avec une tactique je dois dire, d'une astuce extraordinaire, moi je suis restée étonnée. Heureusement, on a la documentation de la chancellerie, donc on est sûr de soi. C'est-à-dire que finalement, sabotage délibéré des enquêtes, ça c'est du côté de la police, annulation des verdicts légaux immédiate, dessaisissement des cours de justice. Dans une région résistante, des cours de justice qui ont infligé des peines sévères se voient déportés, enfin, voient leurs décisions annulées puisqu'elles sont reportées ailleurs. Et dès l'automne 1944, un usage quotidien des grâces par De Gaulle qui pose même quelquefois problème à des historiens très anti-épurateurs, tant ils consentent, comme les préfets d'ailleurs, à les juger provocatrices. Alors, elles sont particulièrement provocatrices, évidemment, quand les déportés reviennent au printemps 1945 et qu'ils retrouvent dans les régions dont ils ont été séparés depuis des mois ou des années, en camp de concentration, quand ils retrouvent des criminels qui ont été libérés d'emblée ou qui ont été condamnés à un mois de préventive annulée, à un mois de prison annulée par la préventive, revenir dans leur région, puisque ça s'est passé comme ça, et évidemment, j'ai donné quelques exemples. Alors, réaction populaire, c'est-à-dire atmosphère de terreur, le plus sidérant à la lecture des dossiers de justice, c'est l'extraordinaire modération de la population qui a vu revenir dans les régions des gens qui les avaient ravagés et qui n'ont procédé à quelques mesures de rétorsion, allant quelquefois jusqu'à l'exécution, que de manière extrêmement rare. Je fournis d'ailleurs un état de ce qu'on appelle l'épuration sauvage, qui se monte vraiment à un chiffre ridicule et qui contraste évidemment avec le chiffre du ministre socialiste de l'Intérieur Tixier dès la fin 1944 de plus de 100 000 morts, mais c'est heureusement ce chiffre énorme, un chiffre qui n'est plus osé par personne. Quels sont les bénéficiaires ? Bien entendu, le sommet de la société, qui est soustrait à l'épuration d'une manière spectaculaire, même quand les instructions se poursuivent et qu'elles semblent devoir déboucher en 1947-1948, d'ailleurs sur des ordonnances de classement pour sentiments nationaux ou hautement nationaux décrétées par les cours. Mais pas seulement. Et ce qui m'a le plus surprise dans cette recherche, il faut le dire, c'est aussi l'indulgence, le reclassement rapide, parfois hors branche, parfois dans la même branche, de criminels de sang avérés et qui avaient généré sur les ondes
gaulliste, des philippiques tout à fait convaincus. Alors, je dois dire, on est un peu surpris quand on s'aperçoit que Maurice Schumann, la vigie radiophonique, est un des protecteurs de ces puissants, que ce soit des puissants sociaux, ce qui peut sembler, ma foi, courant, ou que ce soit des artisans de la répression. Et j'ai choisi d'ailleurs, à cet égard, un procès significatif, c'est-à-dire celui de René Hardy, qui montre le consensus qui s'est établi. J'y ajouterai, et c'est un aspect essentiel, le rôle des Américains et la complicité franco-américaine officielle au service de la non-épuration. Elle met la France dans le cadre global de la non-épuration occidentale, d'une non-épuration occidentale qu'on ne connaît pas en France parce qu'une sorte de rideau de fer a été établi sur la traduction des ouvrages anglophones, mais la France a pratiqué aussi peu l'épuration que l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et nombre de pays. C'est-à-dire que nous sommes un cas significatif de la non-épuration des zones occidentales, c'est-à-dire de la zone américaine d'influence.